Christophe Albert, bonjour. Bonjour. C'est un plaisir de pouvoir s'entretenir avec vous en tant qu'habitant du village de la justice de longue date. Vous avez un parcours riche dans le secteur juridique. Vous avez lancé des projets majeurs comme le village de la justice. Qu'est-ce qui vous a conduit à vous intéresser à l'innovation et à la formation dans le domaine du droit? Alors, la mission que nous nous sommes assignés, auto-assignés, c'est justement d'accompagner les métiers du droit dans leurs évolutions sur les côtés management, technologique, RH, recrutement, marketing. Et donc, le sujet de la formation permanente est au cœur de notre mission par l'accompagnement sur le village de la justice. Notamment, évidemment, on s'intéresse aujourd'hui, ici et même toute l'année, au sujet des technologies. Alors, avec le village de la justice, vous êtes en contact direct avec les professionnels du droit. Quels changements majeurs avez-vous vus dans leurs attentes en matière de formation? Je dirais qu'il y a certainement plusieurs types de profils de professionnels du droit. Les avocats, les juristes, les notaires, les jeunes avocats, les avocats de petites ou grosses structures n'ont pas les mêmes demandes. Grosso modo, je pense qu'il n'y a pas forcément un besoin de formation en tant que tel. Par contre, il y a un besoin d'apprendre, une envie d'apprendre à pratiquer mieux le droit demain. Et pour ça, ils ne sont pas forcément formés, notamment les avocats qui ont plus de 10 ans d'expérience, par exemple, aux nouvelles technologies. On parlait de LegalTech depuis une quinzaine d'années, mais ceux qui sont formés depuis plus de 10-15 ans, ils ne savent pas vraiment l'apprendre. Ils ne sont pas forcément formés aux techniques de coopération, par exemple à la médiation aussi, des choses nouvelles qui sont arrivées après. Donc il y a un vrai besoin, non seulement de se mettre à jour sur le droit, ça a toujours été le cas, mais maintenant, de se mettre à jour sur les sujets de pratique professionnelle au quotidien. Je rajoute à ça que la profession s'est énormément féminisée. Donc on est passé de monde de cabinet avocat par exemple où les associés avaient tous 40, 50, 60 ans, étaient hommes, etc. avec maintenant une population à 70% de femmes. Donc qui ont parfois des envies différentes et des jeunes qui ont aussi des envies différentes de travailler. Donc ça a complètement changé et ça on ne l'aura pas encore appris parce qu'on est dans une période, une génération de transition où il faut qu'ils apprennent des choses qu'ils n'ont pas encore appris à la fac de droit ni à l'EFV, à la centre de formation. Donc il y a un vrai besoin de formation, c'est clair, particulièrement là sur les années 2020-2035. Ok. Alors le salon Rendez-vous des transformations du droit est un lieu pour découvrir les dernières innovations. Comment voyez-vous son rôle pour inspirer les professionnels à apprendre à se perfectionner? Alors ici, on essaye depuis 8 éditions de faire quelque chose qui relève du partage, de la découverte, de la surprise, de l'écoute d'intervenants très différents, interprofessionnels, pas très institutionnels parce qu'on fait venir tout le monde. On a les institutionnels du type le ministère de la Justice, le Conseil national des barreaux, la direction de l'information légale entreprise et puis des LegalTech, des startups. On a des avocats, des juristes, des experts comptables, on a vraiment tout le monde. Donc l'idée, le rôle principal de ce congrès, c'est de mettre une sorte de plateforme de 2 jours où il y a des gens qui ne se rencontrent jamais et avec un bouillonnement d'informations à saisir. Donc le rôle du congrès, c'est vraiment ça, créer une opportunité pour les métiers du droit. Et les juristes d'entreprise et les avocats, ils sont dans des domaines différents. En quoi cela influence son approche à la formation? Très matériellement, par exemple, les avocats ont peu de formation continue. Alors ils ont une formation continue obligatoire de 20 heures, mais une enquête récente montrait qu'en fait il n'y en avait pas plus de 20 ou 30% qui les font chaque année, alors que les juristes ont la formation un peu plus insérée dans les habitudes de l'entreprise, donc c'est vrai que c'est un peu différent. Les juristes sont souvent plus spécialisés dans leur domaine, secteur d'activité, les avocats souvent un peu plus généralistes, donc vraiment c'est des populations très différentes. Et puis il y a quelque chose de majeur, mais vous le savez bien si vous avez créé cette plateforme, c'est que les avocats sont souvent débordés, ont du mal à dégager une opportunité de formation d'une journée. Les juristes y arrivent un petit peu plus, que c'est un peu plus dans les process, les mindsets de l'entreprise. Pour les avocats, c'est compliqué de se dire je fais une pause. Alors les LegalTech changent la façon de travailler dans le droit, vous l'avez dit tout à l'heure. Comment, selon vous, ces outils peuvent-ils aussi transformer les formations pour les professionnels? Évidemment, on peut penser à tout ce qui est accès à des formations différentes, évidemment des formations à distance. Bon, ça c'est pas tellement novateur, puisqu'on fait ça particulièrement depuis le Covid, mais on le faisait déjà avant. On peut aussi imaginer que par nature, les LegalTech vont amener des nouvelles façons de travailler, des plateformes, des outils technologiques, évidemment l'IA, la justice, la jurimétrie, la jurimétrie. Donc forcément, il y a des choses qui sont assez nouvelles et cette technologie-là va faire, non pas qu'on se forme différemment parce qu'à un moment donné, il faut écouter et expérimenter, mais qu'on va se former à des choses nouvelles. On va pratiquer le droit évidemment demain différemment à partir du moment où l'IA va faire 5, 10, 15, peut-être 20% de son travail quotidien. Forcément, il va falloir réorganiser son fonctionnement. Donc du coup,
les legal tech et les nouveautés vont modifier le quotidien des professionnels du droit et vont sans doute les accompagner, mais ça encore, c'est aux formateurs, aux grands organismes de formation de nous le démontrer, par des formations innovantes, peut-être plus participatives, peut-être plus orientées, utilisant plus ces outils technologiques. Voilà, sans doute qu'il y aura des évolutions importantes et il y a déjà des évolutions importantes parce qu'il y a une demande de s'approprier ces outils technologiques. Ok. Si vous deviez donner une formation, quelle serait la matière? Et si vous deviez en suivre une, quelle formation choisirez-vous? Alors, spontanément, pour faire le lien avec ce que je viens de dire, celle que j'aimerais suivre, c'est une formation qui me donnerait envie de faire une pause dans nos agendas surchargés et de dire ok, j'apprends à mieux m'organiser et à accepter de faire des temps de pause pour mieux m'organiser. C'est des formations plus finalement en organisation du temps, qui ne sont pas forcément spécifiques au monde du droit, mais elles sont cruciales dans le monde du droit parce que l'avocat, par exemple, l'avocat, il a son planning de réunion, de visite du palais qui ne choisit pas. Enfin, voilà, il y a quand même une question d'organisation qui n'est pas encore, on n'est pas encore très bon dans la profession d'avocat, notamment. Chez les juristes, c'est un peu différent, comme on l'a dit. Et si je devais donner une formation, honnêtement, moi je suis plus dans l'expérimentation que dans le parler un peu doctrinal. Donc voilà, je suis plus à essayer et faire qu'à former les autres. Modestement, je ne risquerai pas à former les gens. Ok. Et pour finir, comment voyez-vous le rôle du Salon des rendez-vous des transformations du droit dans les années à venir pour accompagner les professionnels et leur carrière? Alors je crois qu'il y a plusieurs aspects dans ce salon. On le voit aujourd'hui avec sans doute, on n'est qu'au milieu du salon, même pas au milieu, sans doute pas loin de 4500 personnes. Une première des choses, ce salon il accompagne en proposant un temps de pause pour la veille. Ici on peut expérimenter jusqu'à 80 exposants, voir des démonstrations de produits. Sur un temps très très court, assister à des interventions en conférence et des ateliers pratiques vraiment très pertinents. Donc ça c'est un rôle clé de faire un moment dans l'année, 2 jours, c'est chaque année 2 jours, la 8e édition déjà, où voilà, on se pose et on va repartir plus riche que ce qu'on est venu. L'autre aspect, c'est évidemment d'accompagner dans les évolutions. On a commencé à appeler ce salon le village de la Legal Tech au tout début il y a 8 ans. Parce que le terme Legal Tech et la périphérie du terme avait émergé à ce moment-là. Ça a évolué, maintenant c'est devenu les transformations du droit parce qu'on a greffé le legal design, l'innovation publique et plein d'autres choses. Donc le rôle du salon, ça va être de continuer à innover lui-même, à se modifier pour accompagner les professionnels du droit dans ce qui va arriver. Il y a 8 ans, on ne parlait pas d'IA, elle existait déjà, mais on n'en parlait pas. Maintenant, c'est un thème phare depuis 2 ans. Voilà, peut-être que dans 3-4 ans, il y aura un autre thème fort. Donc nous-mêmes, on se retransforme chaque année, on remet à jour le programme à zéro et on essaye de dire, voilà, on ne fait pas de science-fiction, mais les professionnels du droit qui vont exercer en 2025, donc dans 2-3 mois, 2026-2027, qu'est-ce qu'il faut qu'ils abordent, quels sont les sujets qu'il faut qu'ils voient. Et c'est ça notre objectif, donc on va continuer à faire évoluer le programme, le lieu et les formes participatives. Ok, merci Christophe Albert et à l'année prochaine. Merci à vous, à bientôt.